Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Bonne année! Bonne année à vous tous et si vous ne l'avez pas encore fait, allez vous abonner sur notre page YouTube et sur tous les réseaux sociaux. Ça va nous faire énormément plaisir et ça nous aide beaucoup. Salim, comment ça va? Ben ça va, bonne année! Bonne année à toi, à ta famille, puis bonne année à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. J'espère que vous avez tous passé un beau temps des fêtes avec vos proches et c'est ça. Ben écoute, dans mon cas, moi, ça a été bien, mais j'ai continué à travailler, moi, un petit peu. Là. Ben oui, pour ceux qui ne le savent pas, Salim a été présent sur les ondes du 98.5. Il faisait la portion de la politique québécoise, j'imagine, avec Valérie Beaudoin. Ben c'est ça, exactement. J'ai fait la chronique politique. Ben, en fait, c'était fédéral, provincial, municipal, mais il y avait, on a parlé d'une manière générale. Il n'y avait pas beaucoup d'actualité pendant les fêtes, mais ça nous a permis... Ouais, un petit peu. Mais ça nous a permis de faire quand même le tour de ce qui s'est passé dans les dernières semaines et puis anticiper un peu ce qui allait se passer par la suite. Et c'était très agréable de rejoindre Valérie pour cette chronique. Valérie que nous avons déjà reçue ici. Oui. Ça a été le fun de la recevoir. On a parlé de politique américaine, elle qui en est une spécialiste. D'ailleurs, éventuellement, elle pourra revenir. Avec ce qui se passe aux États-Unis, je pense qu'elle serait la parfaite personne pour qu'on reçoive encore. Oui, c'est vrai. Écoute, elle était venue, c'était très bien, c'était un bel épisode. Puis il y a eu celui aussi avec Guillaume Lavoie. Oui. Guillaume Lavoie qui d'ailleurs, dans le même show... faisait la chronique américaine. Ah, bon. Et puis on avait reçu Julien et là son nom Toureille. Toureille, oui, qu'on a eu aussi. Qu'on a eu et qui était d'ailleurs pas plus tard que cet après-midi sur les ondes de RDI avec Gérald Filion. Donc voilà. Écoute, ça t'a gardé occupé. Ça m'a gardé occupé. C'était bien. Non, tu sais, je vais pas me plaindre. On a passé quand même un beau Noël et de belles fêtes de fin d'année d'une manière générale. Excellent. Bon, regarde, nous, on va se mettre au travail aussi. Souvent, ce qui arrive, les temps des fêtes arrivent, les gens, ils prennent ça un peu plus relax. Puis on va pas rentrer dans la politique américaine, on va laisser ça un autre jour, là, si Valérie ou peut-être même Guillaume, s'ils veulent venir, parce qu'il y a bien de choses qui se passent au sud de la frontière. Mais chez nous, ici, les choses continuent. Puis on avait terminé l'année avec tout le chaos là, au Parti libéral du Québec. Je pense qu'on en a parlé amplement. Et on commence la nouvelle année, puis on parle toujours du Parti libéral du Québec. Oui, mais déjà sur un ton déjà un peu différent. Donc c'est déjà un peu mieux pour le PLQ. Je me souviens pas si le dernier épisode, à ce moment-là, Pablo Rodriguez avait déjà démissionné. Oui. Mais c'était justement ça. Il avait démissionné, puis on parlait justement de... à quel point ça aurait dû être difficile pour lui de quitter ses fonctions au fédéral. Alors que je rappelle les gens, puis là on va pas faire tout l'épisode là, mais le navire du PLC au fédéral était pas mal en train de couler après le départ de Justin Trudeau, puis là arrive un Pablo Rodriguez qui voit une opportunité en or de faire le saut provincial. Il prend une décision finalement. Par chance, par miracle, appelle ça comme tu veux, ils ont réussi à gagner les élections encore au fédéral. Il aurait pu être ministre et occuper peut-être un poste très important dans son conseil de ministre, le Pablo, parce que je pense qu'il allait certainement gagner dans son comté. Mais le choix qu'il a fait finalement, ça s'avère être le mauvais. Mais ça, tu sais, en politique, on peut jamais prévoir d'avance, on peut jamais supposer d'avance qu'on va être élu, que ce soit dans notre circonscription, même si elle est fondamentalement de la bonne couleur, si tu veux. On peut jamais prendre les choses pour acquises. Écoute, il a fait un pari qui aurait pu être bien intéressant pour lui. Il a fait la moitié du chemin. L'autre moitié était d'arriver aux prochaines élections et de faire un très bon score, voire de gagner. Ça s'est pas fait. Moi, la seule chose qui m'attriste un petit peu pour lui, c'est que quand tu as fait autant de politique au niveau fédéral, puis tu quittes... Que ça termine comme ça. Non, mais... Là, en l'occurrence, c'était au provincial que ça s'est terminé comme ça. C'était pas au fédéral, mais il a jamais eu le temps vraiment de faire ses adieux politiques au niveau fédéral avec
toutes les réalisations qu'il a peut-être à son actif, à titre de ministre, de député, de lieutenant du Québec, et j'en passe. Mais écoute, tu sais, les histoires, on peut réécrire certaines fins, pas nécessairement dans l'histoire en tant que telle, parce qu'elle reste figée, mais je veux dire, refaire un petit peu sa sortie d'ici quelques semaines, quelques mois, c'est quelque chose qui est faisable parce qu'il a quand même passé 20 ans à Ottawa, ce qui n'est pas rien. Mais ce n'était pas de lui dont on allait discuter aujourd'hui, puisque lui, en partant, c'est sûr qu'on revient à la case départ, quasiment un an jour pour jour. Ouais. Il y a presque un an jour pour jour, la course à la chefferie du Parti libéral du Québec avait été déclenchée, remportée par lui au mois de juin. Et là, la nouvelle course à la chefferie du Parti libéral du Québec a débuté en début de semaine. Donc, ça veut dire quasiment un an jour pour jour. Puis, entre-temps, on a le PLQ a un nouveau chef par intérim, qui est en fait l'ancien chef par intérim, Marc Tanguay. Exact. Qui a ramené les officiers qui étaient là du temps où c'était lui. Oui, tu changes pas ce qui marche. Donc, si ça a marché pour lui durant le temps qu'il était chef par intérim, mais of course. Oui, mais tu sais, alors, je m'aventurerai pas à dire est-ce qu'il a bien fait ou pas bien fait, parce que, tu sais, les officiers qui étaient là sous Pablo Rodriguez, ils ont pas, non, pas mal fait. On ne veut pas dire quelque chose de négatif contre eux, sauf que, tu sais, lui est là pour l'instant pour, encore une fois, gérer le navire. On veut essayer, on veut avancer. Donc, il lui reste quoi, quelques mois avant? On va pas voir, grand-chose, là, on va en peut-être un parler. mois. Ben, c'est ça. Non, mais c'est quand même très, très, très intéressant, parce que Marc Tanguay, en arrivant, il pose un geste qui est quand même important, parce que c'est pas juste il vient occuper le siège de chef par intérim. Comme ce que je t'ai dit, il ramène toute sa gang. Donc, son équipe d'officiers. Mais il a ramené aussi Patrick Huot à la tête du Parti libéral. Donc, l'organisation et la gestion. Et il a ramené aussi celle qui était sa directrice de cabinet avant l'arrivée de Pablo Rodriguez. Donc, dans le fond, c'est comme si, entre juin dernier et fin décembre, donc littéralement les 6 mois où Pablo Rodriguez a été chef, c'est comme si... On a pu delete. Oui, en fait, ou littéralement une parenthèse. Ouais. Il y a juste moins de temps pour préparer l'élection, mais ça, c'est une autre histoire. Mais littéralement, on revient... c'est un reset. Complet. Et tu sais quoi, on va rentrer au nom plus tard, mais parce qu'on a eu quand même tellement de discussions, Salim, juste avant la fin de l'année 2015, l'année dernière, et on parlait à quel point c'est fini, oh my God, c'est négatif, toutes les affaires qui sortaient dans les médias, comment est-ce que le parti va faire. Moi, je veux dire une chose, là, depuis que Pablo Rodriguez a pris sa démission, c'est sûr que nous, on est près du parti, on suit un peu ce qui se passe, donc on lit, on échange, il y a des affaires qui bougent. Mais moi, j'ai l'impression que au moins, au niveau du Parti libéral du Québec, il semble que les gens ne sont même plus là maintenant. Ils disent, regarde, c'est le vrai renouveau, OK? Gâchons pas cette opportunité-là. J'ai comme impression que mais je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes qui étaient intéressées ou quoi que ce soit. On vient dire, OK, là, on va faire ça correctement. OK? Mettons tout derrière nous. Là, tu viens de dire l'exemple de Marc Tanguay, que, soit une parenthèse, moi, je pense que c'est plus comme un delete button, select, delete, puis let's go. Et je parle à plusieurs membres, notamment quelques jeunes qui étaient impliqués avec Milan, puis qui le sont toujours encore, puis ils sont aussi motivés qu'ils l'étaient l'année passée durant la course au leadership. Je peine à voir un manque d'enthousiasme que j'ai peut-être cru qu'on aurait. Écoute, j'ai une lecture très
très légèrement différente de la tienne. Pas fondamentalement différente, légèrement. Moi, j'ai pas nécessairement senti que le monde s'est dit « Ah, le vrai renouveau, c'est maintenant. » Bon, bien sûr, il y a le spin autour de la candidature de Charles Milliard. Ouais. Et avec raison de vouloir présenter Charles Milliard comme le renouveau. Il l'avait déjà présenté l'an dernier, donc à plus forte raison cette année. Ouais. Mais non, moi, le sentiment que j'avais, il est un peu différent parce que quand on parlait de renouveau au Parti libéral du Québec, on parlait du comité de la relance, un rapport qui était un peu à l'image de ce que voulaient les militants. Puis on se disait, ben regarde, la commission politique va s'occuper de ça. Puis par la suite, il va y avoir une course à la chefferie. La course à la chefferie, il va y avoir de nouvelles idées. Bon, pas tant que ça, là, mais en tout cas, bref, de nouvelles idées, mais qu'il va y avoir un débat d'idées. Puis tu sais, c'était là l'avantage d'avoir des candidats qui avaient, disons, qui étaient moins perçus comme des futurs vainqueurs. Là, on parle de Bélanger, on parle de Mario Roy. Mais là, tu te disais, non, mais il faut créer une nouvelle dynamique. Là, puis celui ou celle qui allait arriver là, allait essayer d'incarner une forme de renouveau, pas juste par la jeunesse, pas juste par la génération à laquelle on appartient, mais... quand je dis on, je parle pas de moi, là, mais tu comprends à laquelle la personne appartient, le candidat appartient. Mais plutôt dans qu'est-ce qu'on apporte de nouveau dans nos façons de faire, etc. Bon. Là, maintenant, avec ce qui s'est passé, le départ de Pablo, retour à la case de départ, aujourd'hui, les militants libéraux sont plus dans « OK, ça nous prend un chef au plus sacrant. Puis ce chef-là doit avoir un maximum de légitimité, à essayer de lui offrir le plus de visibilité aussi, parce qu'il y a un besoin aussi de notoriété. Pourquoi? Parce que le prochain chef va se présenter au mois d'octobre devant les Québécois pour dire « Je suis là, je suis prêt à devenir premier ministre du Québec ». Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est surtout de se doter d'un chef, et rapidement. Et moi, c'est un peu le sentiment que j'ai, plutôt que, parce que quand tu parles de renouveau, le renouveau, peu importe qui arrive, évidemment, il y en a certains qui l'incarnent mieux que d'autres. Charles Milliard incarne, d'une certaine manière, ce renouveau-là. Mais même si tu arrives en disant « je veux être celui du renouveau », il suffit pas juste de le dire. Il faut l'incarner, mais pour l'incarner, ça te prend du temps. C'est pas genre, OK, on est tel jour de tel mois, c'est beau, je suis chef du parti, le parti est renouvelé. Ça prend du temps. Et la réalité, c'est que le parti n'a pas le temps aujourd'hui de se renouveler au sens entier du terme. Il peut se renouveler dans le sens que c'est un nouveau visage qui pourrait y avoir. Puis là, je parle dans la barbe que j'ai pas, là, mais une façon de dire que, bon, on voit bien que c'est Charles Milliard qui s'en va vers un couronnement. Ouais. On va en parler, là. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que t'as pas... Tu sais, oui, c'est un nouveau visage. Oui, c'est quelqu'un de plus jeune. Oui, c'est quelqu'un qui est inexpérimenté en politique. Donc, oui, il y a du nouveau, il y a de la fraîcheur, il y a une opportunité derrière son profil. Mais la réalité, c'est que c'est pas le temps de commencer à dire on va renouveler le parti, on va le transformer d'ici octobre prochain. C'est pas vrai. Non. D'ici octobre prochain, faut que tu gagnes. Faut que tu gagnes. Pour que tu gagnes, faut que tu aies... C'est plus une question d'organisation maintenant de mobilisation. Oui, et de candidature. Ouais, c'est ça. Et c'est là, peut-être... Mais les candidatures, coudon, Pablo avait dit qu'il allait présenter la moitié avant la fin de l'année. Alors là, je te corrige, elle est très importante cette nuance. C'est pas Pablo. C'est pas Pablo, exact. C'est pas Pablo. C'est quelqu'un à qui Pablo a donné. Il lui a volé le spotlight pour faire une annonce qu'elle peut-être n'aurait dû pas faire. Écoute, mais c'est symptomatique un peu de bien des choses qui se sont passées. C'est que Pablo était là, mais il n'était pas là. Il était pas là, ou on lui passait devant, ou peu importe. Enfin bref, regarde, ça sert à rien de parler maintenant de tout ça, là, mais voilà. Alors... Mais tout ça pour dire que ça va prendre maintenant tu sais, il faut rouler les manches puis se mettre au travail pour le Parti libéral du Québec. Oui. Puis honnêtement, Charles Milliard, puis on va parler de lui, puisque on va parler un petit peu de comment dire, de comment ça se dessine, là.
Charles Milliard, il est capable de chercher des candidatures. Là. Alors, maintenant, je suis incapable de te dire est-ce que ça va être des candidatures vedettes. Là, j'aime pas l'expression parce qu'il y a des candidatures vedettes qui se révèlent être catastrophiques. Là, mais ce que je veux dire par là, c'est que si le renouveau, c'est d'aller chercher de nouveaux visages ou des plus jeunes visages un peu plus connus à l'interne du parti, mais plus jeunes, pas nécessairement à l'extérieur, etc., il est capable de faire ça. C'est un gars intelligent, mais au-delà de son intelligence, il y a aussi des gens brillants autour de lui. Donc, je vois pas pourquoi il pourrait pas faire ce travail-là. Mais il faut être... En tout cas, si on est dans la peau... Si on se met dans la peau d'un analyste, parce que si tu veux te mettre dans la peau d'un militant, tu pourras dire oui, tout va bien aller, etc. On va gagner la prochaine élection, blablabla. Non, mais je prends un peu de recul et essaye de voir la chose avec une certaine forme d'objectivité. Ça va être difficile, pas impossible. Il faut que tu travailles dans le sens que c'est pas impossible que tu gagnes et donc il faut que tu fasses le travail comme si tu allais gagner. Mais et ça c'est l'autre défi, Salim, parce qu'il y a le volet mobilisation, recrutement, organisation et tout ça, mais il y a aussi l'autre volet maintenant d'essayer, je sais pas à quel point ça sera facile, de faire tout le travail que ce même caucus-là a fait pendant 1 an et demi afin de monter dans les sondages et de faire ça dans 5 mois, 6 mois, tu comprends? Peut-être juste avant l'été. Donc, oui, on va s'organiser, on va gagner, on va faire tout le travail là, mais qu'est-ce qui se passe dans les intentions de vote? Est-ce que les gens vont voir un parti qui est prêt à gouverner? Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on a la confiance des gens? Donc, il y a cet autre volet politique qui doit être exercé maintenant. Et ça, c'est l'autre charge que va devoir assumer Marc Tanguay. Ben, écoute, d'abord, Marc Tanguay, il est chef par intérim jusque dans pas très longtemps, hein, parce que, sais-tu quoi, on va en parler de ça. Mais pas vraiment, parce que, tu sais, on va faire le tour des noms, mais ça va être une autre situation, comme on l'a vu avant, parce qu'il y a personne qui est élu. Oui, alors, effectivement. Mais sais-tu quoi, parce que c'est très important et très intéressant ce que tu dis, là, sur la question du travail à faire pour aller augmenter un peu le taux de... le taux d'appui, si tu veux, dans la population. Mais juste avant d'arriver à ça... faisons le tour des noms pour l'instant qui semblent circuler. Parlons très rapidement des règles. Ouais. Les règles. Ah, ben oui, les règles. Yeah, of course. Les règles, Georges, c'est les mêmes copier-coller que la fois dernière. La différence, c'est que le billet d'entrée qui était de 40 000 $ avant est à 30 000 aujourd'hui. Le maximum, la dernière fois, je me souviens plus si c'était genre 300 000 ou je sais pas trop quoi. Là, je sais pas pourquoi j'ai un 400 000 en tête, mais ça c'était peut-être 400 000. Le maximum de dépenses. Là, oui. Là, le maximum de dépenses, c'est 120 000. La course est quand même oui, elle est très courte. Là. Pas mal courte. Donc, ça veut dire que celui qui veut se présenter, hein, tu vois, par exemple, si tu veux te présenter, tu as jusqu'au 13 février à 17h. On y va, Salim? on fait un billet à deux, là. Genre, on va réinventer les règles, là. Mais, tu sais, donc, tu as jusqu'au 13 février, 17h pour ton bulletin complet. Hein. C'est-à-dire que non seulement tu as fait ton dépôt d'argent, mais tu as aussi... Tu as complété les critères. Oui, non, mais c'est ça, le 750 signatures. C'est quoi le checklist, là? Ils doivent avoir déjà... Il y a 750 signatures de minimum 70 circonscriptions en provenance de... Je me souviens plus combien de régions administratives, mais j'ai un chiffre en tête d'une douzaine. Là. Je me trompe peut-être. Ceux qui sont vraiment piqués et qui veulent savoir, ils peuvent aller sur le site Internet du parti puis trouver les modalités. Là. Mais grosso modo, c'est ça. Mais il y a quand même 2 choses importantes qui ont été amenées. Parce que quand même, il y a eu... Ça a été quand même la cage a été pas mal brassée là, dans les dernières semaines là, avec tout ce qui s'est passé concernant la chefferie de Pablo Rodriguez,
que forcément, il fallait voir un petit peu là-dedans. Bon, d'abord, si tu veux une course éclair, tu sais, je t'ai dit qu'il faut que tu ailles jusqu'au 13, enfin, il faut que tu aies tout complété d'ici le 13 à 17h, le 13 février à 17h. Si il n'y a qu'un seul candidat, au moment où on se parle, il n'y a qu'un seul candidat qui s'est déclaré, c'est Charles Milliard. S'il n'y a pas d'autres concurrents, Charles Milliard est couronné à 17h le 13 février. S'il y a un autre candidat qui se présente, et donc il y a une course, cette course-là va terminer le 14 mars, je crois, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça, le 14 mars. Et entre-temps, ben, il va y avoir des débats aussi, etc. Bon. Comme c'est une course éclair, comme le PLQ n'a pas nécessairement le temps de refaire tout ce qu'il a fait l'année dernière, il y a aussi une règle très importante qui a été mise en place. Tu sais, je te disais que ton ticket d'entrée, c'est un dépôt de 30 000 pièces parce qu'il y a des frais pour le Parti libéral du Québec d'organiser une course. Ouais. Pour pouvoir ton premier 15 000, le premier 15 000 que tu dois déposer, en fait, c'est pas avant. La loi électorale, elle permet à ce qu'un candidat aille chercher un prêt pour rentrer dans la course. Puis une fois qu'il est rentré dans la course, il fait des levées de fonds. Là, le PLQ a décidé que dans ses règles, il allait être plus loin, il va aller plus loin que la loi électorale. Il va dire non, il faut que ton premier 15 000 t'aies levé des fonds déjà. Pour éviter que toi et moi, on décide d'aller à la chefferie comme ça pour dire, bon, regarde, on va avoir du fun, let's go. Ça, c'est très important. C'est très important que tu mentionnes ça parce que on a deux noms qui retournent, dont celui de Mario Roy, Marc Bélanger, qui était de la campagne la dernière fois, qui, eux aussi, ils n'ont pas réussi à nécessairement collecter tout l'argent qui sont allés emprunter. Donc, c'est pour éviter ces situations-là. Ouais. Je tiens quand même à mentionner que Marc Bélanger a fait une déclaration sur les médias sociaux, là, a fait une publication dans laquelle il informe tout le monde qui a décidé de ne pas y aller. Il a évoqué un certain nombre de raisons, des raisons qui sont tout à fait justes. Dont une en particulier, celle du financement. Exactement. Et donc c'est très bien. J'entrevois, je peux me tromper, mais j'entrevois la possibilité que Mario Roy fasse la même chose à un moment ou à un autre. En tout cas, j'ai beaucoup de misère à croire qu'un candidat qui a encore 18 000 à ramasser. 18 000 c'est 36 personnes à 500 chacune. Puis, c'est pas juste ça. C'est tic-tac, parce que je pense que le DGE te donne un certain temps. Je sais pas si c'est une année et demie, 2 ans, je me souviens pas exactement, là, mais à un moment donné, il faut les ramasser. Là, cet argent-là, il faut le ramasser, puis c'est pas évident. Écoute, puis surtout qu'il a fait 0,7, 0,8%, je pense, même pas 1%. Tu vois, donc des votes. Donc, tu sais, je suis assez favorable que dans des courses à la direction d'un parti, il y ait le maximum, pas le maximum nécessairement, mais il y a un débat, il y a des idées. Oui, je suis assez favorable à ça. Puis l'année dernière, je voyais favorablement sa participation. Mais on était dans ce que je disais en début d'épisode, on était dans une dynamique de renouveau, reconstruction. Ça prend des débats, ça prend des apports, ça prend des alliances, ça prend des stratégies, ça prend des rapprochements. Tu sais, ça prend tout ça. Donc, ça prend des personnes intelligentes comme Bélanger, comme Mario Roy, etc. Mais là, maintenant, tout de suite, c'est pas une chefferie pour reconstruire le PLQ. C'est une chefferie pour avoir un chef qui va être prêt aux prochaines élections le plus possible et qui fasse le meilleur score possible. Et s'il gagne pas l'élection, il doit au moins gagner 1, 2, 3 victoires morales. Tu sais, la victoire morale, c'est-à-dire c'est pas toi qui as gagné l'élection, mais ta performance a été assez élevée pour que on considère que t'es un concurrent solide, viable, tu sais. Donc moi, c'est un peu ça que
c'est un peu pour ça que je trouve que cette règle-là qui a été mise en place par le PLQ est très intelligente. Maintenant, tu ne peux pas t'opposer. Hein, si eux, ils trouvent un moyen de lever 15 000 $ en claquant des doigts pour se présenter, tu ne peux pas t'opposer à quelqu'un qui veut aller à la chefferie d'un parti. Il y a un aspect démocratique. L'autre truc qui est super important, avant qu'on parle des candidats, excuse-moi, mais c'est extrêmement important, avec tout ce qui s'est passé, puis comment le PLQ comme institution a été un peu éclaboussé par ce qui semble, à tout le moins avec les infos qu'on a, hein, moi je ne vais pas mener d'enquête, on verra les enquêtes, ce qu'elles vont nous donner, etc. Mais honnêtement, avec les infos qu'on a, le PLQ comme institution a quand même été éclaboussé par des nonos qui, dans leur coin, ont fait des choses illégales, soit volontairement, soit parce qu'ils ne connaissent pas. Ouais. Alors, je ne veux pas leur faire de procès d'intention, hein, donc mais bon, regarde, si dans tous les cas de figure, qui savaient ou qui ne savaient pas, c'était illégal. Puis normalement, il y a un truc qu'on dit souvent, c'est nul n'est censé ignorer la loi. C'est comme ça dans tout, y compris dans les lois électorales. Alors, PLQ a été éclaboussé par ça, fait que tu comprends qu'il a dû aussi travailler sur comment faire en sorte qu'on ne se retrouve pas avec un autre chef et on commence à dire, telle affaire ou telle chose s'est passée dans sa course, puis ça va bien été, puis là, rebelote, ça refait la une des journaux, etc. Le comité exécutif a créé une sorte de poste, là, de quelqu'un là qui... J'ai oublié l'intitulé. C'est un poste de comme un officier d'éthique ou une affaire de même. Ouais, c'est ça, un truc de ce genre-là. Ouais. Et donc, c'est quelqu'un qui va être là, qui va... mais va s'assurer que tout se fasse sans des stupidités. non, mais tu sais, malheureusement, personne, je l'ai dit ici, je l'ai dit à la télé, je l'ai dit à la radio, je l'ai dit à chaque fois que j'en ai eu l'occasion, il n'y a aucun, malheureusement, et je dis bien malheureusement, aucun parti politique, ici au Québec ou ailleurs dans le monde, n'est à l'abri que quelqu'un, quelque part, fasse une connerie. Ouais. Donc, je veux dire, personne ne peut être sûr. Mais par contre, en le nommant, il s'assure d'avoir une personne référence, une personne qui, si elle entend une rumeur, va aller tout de suite gratter, voir qu'est-ce qui se passe. Une personne qui va pouvoir avoir une équipe si elle le souhaite, qui donc, par exemple, lorsqu'il va y avoir une activité de financement, il faut lui donner 72 heures, lui dire dans 72 heures, il va y avoir une activité de financement, ça va se passer dans telle place, tel lieu. Et lui, s'il a envie d'aller vérifier lui-même comment ça se passe ou envoyer quelqu'un, si c'est possible, il peut aussi s'assurer qu'il y ait des solliciteurs qui soient, qui aient reçu des formations. Parce que, tu sais, parfois, comme ce que je t'ai dit, malheureusement, ça peut arriver qu'il y ait des gens qui ne le savaient pas. Mais pour être sûr que le monde ne dit pas « je ne le savais pas » alors qu'il le savait puis qu'il faisait par exprès de briser les règlements et les lois, il n'y aura plus d'excuses parce que là, il va y avoir des petites formations à ce niveau-là. Et j'en passe. Là, évidemment, j'invite les gens à qui s'intéressent d'aller voir les règles. Et c'est bien expliqué. C'est tout un travail qui a été fait. Je m'excuse, j'ai pris tout ce temps-là pour... En passant, avant qu'on arrive aux autres candidats, juste à saluer notre ami Raphaël Primo Ferraro, parce que ce pauvre gars-là, gérer une course au leadership, premièrement, c'est pas facile. Puis de sortir d'une course au leadership et d'avoir à gérer une crise comme celle que le Parti libéral du Québec a dû gérer juste avant les fêtes, c'est une autre chose. Puis là, de repartir une autre course au leadership à moins d'1 an, c'est encore un autre défi. Donc, nous lui envoyons nos salutations. Puis, stay strong, buddy. Je vais aller plus loin. Il est bénévole. En plus, exact. Et c'est pas il est bénévole parce que il travaille 32 heures semaine. C'est parce que déjà, il a une job qui lui prend 60 heures semaine. Si c'est pas plus, mais enfin bref, je dis 60 heures parce que ça me paraît plausible. Tu sais? Et une chance qu'il est bénévole parce que le travail qu'il fait, même s'il devait baisser au maximum son taux horaire,
c'est un travail qui aurait coûté à n'importe quelle organisation, je sais pas moi, 500 000, 600 000, 700 000. Tu sais, mais non, mais parce que le travail bénévole, tu sais, il y a des gens, c'est bénévole, c'est aller taper à des portes, c'est faire du porte-à-porte, c'est faire des appels téléphoniques, c'est organiser des petits événements. Lui, écoute, c'est tout le monde et son frère qui l'appelle tout le temps, qui est tout le temps en train d'éteindre des feux, qui est tout le temps en train d'organiser des rencontres, des réunions, des choses. Honnêtement, là, bravo à lui. Et tabarouette, bravo à son épouse, ses enfants, parce que franchement, t'es bénévole. Tu sais, c'est même pas genre, j'ai choisi de faire la politique, je me suis fait élire, je suis député, je représente mes committants. Non, lui, dans le fond, là, il y a aucune autre attache que le fait qu'il veuille le faire parce qu'il croit il croit dans l'implication politique, et il croit dans le Parti libéral du Québec, et c'est pour ça qu'il le fait. Mais tu sais, honnêtement, il pourrait démissionner demain et ça change strictement rien à sa vie. Il gagne rien. En fait, je te dirais, il perd beaucoup. En plus, c'est ça. Donc, les noms qui circulent, bon, on va arriver à Charles Milliard. Guy Cormier et M. Desjardins Siciliano. Guy Cormier, le nom, évidemment, il est quand même assez familier. C'est la Caisse Desjardins, je pense, non? Oui, alors c'est l'ancien chef de la direction, président et chef de la direction du mouvement Desjardins. Donc, c'est quand même... écoute, regarde, on fera pas de suspense parce que, de les manières, ça circule de moins en moins. Je sais que son nom avait été mentionné à plusieurs reprises dans le passé. Je sais que l'automne dernier, il y a des gens qui en parlaient même comme potentiel successeur à M. Legault à la CAQ, etc. Ce qui est normal, c'est quelqu'un qui a de la valeur. C'est quelqu'un qui vient du monde économique, qui a été à la tête d'une institution économique, mais qui fait partie de l'identité québécoise. Tu sais, le mouvement Desjardins, c'est plus que sa mission à lui, à ce mouvement-là, c'est plus que ça. Ça fait partie de l'identité québécoise. Là, donc, c'est une institution incroyable. Puis, pour devenir président du mouvement Desjardins, tu te fais élire. Puis ceux qui votent pour toi, là, c'est pas les gens que tu vois dans les succursales à Montréal ou dans les grands... Tu sais, c'est des gens qui votent de partout, là, parce que ce sont des caisses, c'est des coops, partout sur le territoire québécois, jusque dans des petits villages, dans des endroits parfois reculés, partout dans toutes les régions du Québec. Donc, quelqu'un qui a jamais fait de politique au sens partisan du terme, mais qui a quand même fait de la politique pour se faire élire, pour se hisser jusqu'en haut du mouvement. Donc, c'est quelqu'un qui a assurément de grandes qualités. Mais regarde, on en parle déjà beaucoup pour quelqu'un qui ne se présentera pas, selon toute vraisemblance. Je sais qu'il y a eu un blitz de personnes qui lui ont mis pas mal de pression, qui ont fait appel à son sens de l'État dans les dernières semaines, particulièrement avant les fêtes. Mais il faut croire que, je pense que c'est peut-être pas son truc. Moi, je pense, tu vois, ça, c'est le genre de gars. Si tu lui avais dit, écoute, il y a une place qui s'est libérée, admettons, là, tu sais, je fais de la fiction, évidemment, puis c'est pas comme si c'était mon body au point où je pourrais dire, je sais ce qu'il pense, ça, c'est pas vrai, mais tu sais, je fais juste un peu de fiction. Mais tu sais, si tu lui avais dit, Guy, là, tu vas devenir président et chef de la direction de la Banque nationale, t'as 24 heures pour y penser. En 24 heures, il va y penser, il va y réfléchir, il va prendre sa décision. Pourquoi? Parce qu'il connaît, c'est son monde, c'est le monde de l'économie, c'est le monde de la finance, c'est le monde, c'est le monde bancaire, même si le mouvement Desjardins est techniquement pas une banque, en tout cas pas au sens d'être une banque à charte fédérale, parce que les banques sont à charte fédérale, c'est un autre système pour Desjardins. Enfin bref, mais tu sais, il sait de quoi. Il sait de quoi il s'agit. Mais là, c'est son domaine. C'est son domaine. Mais là, tu sais, de lui dire, prends une décision en quelques jours pour aller prendre la tête du Parti libéral du Québec. Oui, pour potentiellement diriger toute la province. Exactement. Disons que même si il y est sensible,
Disons que c'est pas une décision qui se prend quand même. Non, non, c'est sûr. Et donc bon, écoute, il veut peut-être redonner à la société, mais tu sais, il peut redonner à la société en faisant des œuvres caritatives. Ben, c'est ça. Et bon, that's it, là, qu'est-ce que tu veux. Et l'autre personne qui vient aussi du milieu des affaires et il y a quand même une expérience significative, là, Monsieur Desjardins-Siciliano. Oui, particulièrement ces deux derniers postes. Il a été PDG de Siemens. Siemens? Ça m'échappe. Mais il était chez Via Rail. Oui, ça, il était PDG de Via Rail, effectivement, Canada. Il avait été... Alors, Via Rail, c'est une société d'État, faut-il le rappeler. Donc, tu sais, lui, il vient de la filière conservatrice au niveau fédéral. C'était à l'époque du gouvernement Harper, puis il a été nommé là. Il avait probablement ce qu'il fallait pour ça. Hein, j'ai aucun doute là-dessus. Et d'autant plus que je pense que le poste précédent qu'il occupait était à l'intérieur du CN, du Canadien national. Donc, disons que le transport ferroviaire, c'était un peu son truc, même si le CN et Via Rail, c'est pas nécessairement les meilleurs amis du monde. mais disons que ça reste le même secteur, puis il a eu l'opportunité. Donc, entre Via Rail et Siemens, si je ne m'abuse, je suis pas mal sûr que c'est ça, Canada. Donc, disons que les 10-12 dernières années... il n'y a aucun doute de son leadership. Là. Tu n'arrives pas à ces postes-là sans avoir non seulement des connaissances, mais avoir ce sens de leadership pour guider des grandes équipes vers des objectifs quand même assez grand, là, tu sais, mais il y a quand même très... vas-y. Ensuite, écoute, il a l'air d'être... En tout cas, il a l'air. Moi, je le connais pas. Je sais même pas si je l'ai déjà rencontré, je ne pense pas. Moi, je reviens à ce que tu disais. Il n'y a pas d'expérience politique, là. Mais c'est ça. Parce que, tu sais, ce que tu disais tantôt, qu'à ce point-ci, on est tellement last minute, tu sais, en dernière minute, là, on a besoin de quelqu'un pour nous guider vers une victoire. Et ça ne veut pas nécessairement dire que M. Milliard a l'expérience politique non plus. Ni M. Cormier, d'ailleurs. Hein, exactement. Sauf que au moins, c'est une figure que les gens ont appris à connaître pendant 1 an. Il connaît ses idées. Il a rencontré des gens. Il a fait le tour du Québec. Tu sais, c'est quelqu'un qui tombe pas du ciel. Tu comprends? Et sans rien enlever aux autres. Donc, quand tu parachutes quelqu'un, je dis pas que c'est mauvais. Ce que je dis, c'est que quand tu as 1 mois, I don't know, tu comprends? Ben, tu peux pas couvrir tout le travail que Charles Milliard a fait pendant 1 an dans 1 mois. Là, c'est impossible. Justement, alors on va en parler de M. Milliard, mais juste pour peut-être clore sur M. Desjardins-Siciliano. Oui, quand même particulier. Là, moi, j'ai entendu sa déclaration. Ils l'ont pris en entrevue. Ouais. Puis moi, j'ai trouvé ça quand même curieux. Il a dit, ben écoutez, je reçois des appels. Puis moi, j'ai dit, c'est clair, organisez-moi ça. Puis montrez-moi qu'il y a une cohésion, unité, je sais pas, là, je paraphrase exactement, puis je vais rentrer. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que je m'excuse. Non, je sais que M. Desjardins-Siciliano a déjà été directeur de cabinet pour un ministre fédéral à la fin des années 80 sous Brian Mulroney. Donc, je pense pas que ce soit quelqu'un qui part complètement de zéro de la politique. En même temps, si ça fait 40 ans ou quasiment 40 ans, c'est peut-être que c'est un petit peu loin, d'autant plus que les choses ont beaucoup changé, spécialement dans les 20 dernières années. Mais cette déclaration-là était... Disons que c'est pas la meilleure en politique que j'ai entendue. Là, tu peux pas dire, écoutez, moi, on m'a dit que je serais bon à faire ça, j'ai les qualités pour, le sens du leadership pour... mais là, s'ils veulent que je me lance, qu'ils s'organisent puis qu'ils viennent me convaincre. Grosso modo, moi aussi, je le paraphrase. Non, mais c'est parce que le but maintenant, c'est qu'on a besoin de quelqu'un pour justement organiser. Non, mais c'est pas... non, tu comprends? Oui, c'est ça. Non, mais autre chose. Non, mais sérieusement, il faut que tu le veuilles. Tu sais, je vais te dire un truc, là. Moi, s'il y a une chose qu'on peut pas enlever à Charles Milliard, c'est qu'il le veut. Yeah. Puis sais-tu quoi? Puis il l'a démontré. Il a démontré. Mais oui, mais c'est la première qualité à avoir. Et le vouloir, ça veut pas dire venez me chercher. Le vouloir,
c'est créer un engouement autour de toi. Puis Charles Milliard, il a créé cet engouement autour de lui déjà l'année passée. C'est pas juste ça, Salim, c'est que voyant ce qui est arrivé au Parti libéral du Québec, là, après tout ce fiasco-là avec Pablo Rodriguez, moi, à la place de Charles Milliard, là, et peut-être que c'est normal parce que j'ai pas l'engouement que lui, là, j'aurais dit, oublie ça, forget it. Moi, le parti, il y avait un intérêt, le parti était quelque part, je voulais venir faire ce que je voulais faire, l'amener à l'élection, gagner, puis tu sais... Mais là, si j'aurais vu le parti plonger comme ça, je me dis, guys, regarde, bonne chance, là. Puis, donc, le fait qu'il soit toujours là, pour dire, regarde, c'est pas grave, OK, on a frappé un mur, mais on va y revenir, là, croyez-moi, c'est quelque chose, ça. Georges, le gars a quitté sa job, une belle job, pour se lancer en politique dans la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Il a perdu. Mais il a trouvé une autre bonne job. Il s'est retrouvé une autre job. Alors, bonne dans le sens qu'elle est très intéressante quand t'es chargé de cours. Une sorte de chargé de cours, c'est une forme de prof. Là, t'es pas vraiment prof là, parce que t'es pas... Il y a des statuts là, dans les universités, mais il donne des cours à l'université. Bon, oui, c'est une très belle occupation. C'est fantastique. Mais disons que quand tu es PDG de la Fédération des chambres de commerce, tu sais, regarde, là, des tribunes, t'en as partout. T'es dans toutes les tribunes. T'organises tellement de choses. Tu rencontres tellement de monde. T'as une forme d'influence parce que tu représentes tout un mouvement de chambres de commerce et de gens d'affaires, etc. Tu sais, c'était une belle job, quand même bien payée. Il a quitté sa job pour se lancer dans une course qui n'était pas sûre de gagner. La preuve, c'est qu'il ne l'a même pas gagné, la course pour laquelle il a lâché sa job. Bon, maintenant, il se trouve que les circonstances le mettent sur les bons rails, mais la réalité, c'est qu'il a pris des risques. Fait que là, moi, quand je te dis que ça prend... La première qualité, c'est de vouloir quelque chose. Ben lui, il l'a démontré qu'il le veut. Ouais. Tu peux pas lui enlever. Bon, ensuite, je sais, regarde, peut-être il y a des gens qui vont m'entendre, etc. Ils vont trouver que peut-être que il y a, comment dire, une forme d'engouement. J'essaye de garder la tête froide. C'est quelqu'un que j'apprécie. Mais tu sais, j'essaye quand même de rester froid et objectif. Puis ce que je dis, c'est pas juste un engouement pour lui. C'est ce qu'il démontre. Maintenant, comme tout le monde, comme toi, comme moi, et surtout comme les politiciens qui prétendent à des fonctions et à des postes comme ceux-là, tout le monde vient aussi avec ses qualités, ses défauts. Puis plutôt que de parler de défauts, parce que tout le monde en a, mais des qualités, disons parfois, qu'il faut améliorer ou des choses comme ça. Mais est-ce que Charles Milliard en a? Ben oui, comme n'importe qui d'autre qui a envie d'en faire, là, tu sais. Mais l'autre chose, Salim, c'est difficile à imaginer une vraie course se dessiner au Parti libéral du Québec. Premièrement, parce qu'on ne voit pas l'intérêt dans les autres candidatures, mais deuxièmement, même s'il y aurait une course, là, tu sais, la fenêtre est tellement petite, là, 1 mois, tu peux pas imaginer quelqu'un qui arriverait dans cette course-là qui aurait un avantage sur Charles Milliard, parce que tu as mentionné les critères, là, tu comprends, tu as besoin de tel nombre de signatures, etc. Charles Milliard, il les a déjà. Ben oui. Il les a déjà. C'est ça. Puis s'il doit refaire l'exercice, c'est une question d'appel, d'organisation. Hey, trouve-moi une liste, signe-moi ces affaires-là, va trouver telle personne, l'autre personne. Tu sais, la machine... Elle est presque là. Elle a jamais vraiment disparu, cette machine-là. Et c'est tout à son honneur parce qu'il a gardé son monde rassemblé. Pour lui, c'était comme un plug and play. Bon, OK, on recommence, vas-y. Qu'est-ce qu'on avait? On va aller chercher ça. Puis... Mais sais-tu quoi? Il a été intelligent. Moi, je vais te dire pourquoi il a été intelligent. Parce que, écoute, il s'est lancé immédiatement. Son vidéo était prêt. Sa tournée médiatique, il l'a mise en place. Son vidéo était bon, ses entrevues étaient bonnes. Il l'a fait parce qu'il ne veut pas laisser le temps à d'autres d'y réfléchir. Oui. Et moi, je te le dis, aujourd'hui, il n'y en a aucun qui va le battre. Là. Non. Parce que tu l'as bien dit. D'abord, lui,
750 signatures, il les a ramassées l'année dernière, il va les appeler, il va appeler les mêmes qu'il avait et leur dire, est-ce que vous me redonnez votre signature de l'an passé, tu sais, fait que ça va être réglé. Ses donateurs, si tenté il en a besoin, il va les appeler, il va les recevoir. Ses idées, il va juste les rafraîchir et les ressortir. Et en plus de ça, hier, je pense, il y a eu l'appui des jeunes. La commission jeunesse. En fait, pas de la commission jeunesse en tant que telle, mais des jeunes, 200 membres de la commission jeunesse. T'sais. Donc, tu sais, avant, avant c'était 80, là, il en a 200. Mais c'est comme tu as dit, tout a été bien planifié, il était très patient, il a vu la crise. Là. Il n'est pas, il est pas stupide. Là. Le gars, il voyait ce qui se passait. Puis, contrairement à ce que, par exemple, M. Blackburn a fait, qu'on l'a mentionné au balado, que c'était pas vraiment la chose la plus brillante de faire, de sortir publiquement puis de commenter. C'est pas ta job de commenter la crise d'un leader qui a gagné une course dans laquelle toi, t'étais candidat aussi. Tu comprends? Prends tes distances. Je pense que Charles Milliard, c'est quelque chose qu'on doit saluer. C'est sa gestion personnelle dans la crise du PLQ. Il a pris ses distances, il est sorti une ou deux fois appuyer Pablo parce que c'est la chose à faire, on est en politique quand même. Ah, il a bien fait ça. Bon, oui, absolument. Puis après ça, bien, bon, il a bien fait ça. Mais écoute, bon, pour moi, ça fait pas de doute qu'il est le prochain chef du Parti libéral du Québec. Comment je vais te dire ça? Sais-tu quoi? S'il y avait eu une course de 6 mois, 8 mois ou un truc du genre, on va se dire, bon, il y a toujours de la place à ce que quelqu'un arrive. Puis, comment je vais dire ça? Et que ce quelqu'un aille chercher de nouveaux membres, aille convaincre d'autres personnes, aille faire le maximum, rassembler le maximum de votes. Mais là, aujourd'hui, le 14 mars, qui est la fin de la course, et peut-être même ça va être le 13 février, hein, mais je veux dire, admettons qu'il y a une course là. Donc ça doit finir le 14 mars. Le 14 mars prochain, la majorité des cartes qu'a vendues Charles Milliard l'année passée sont encore valides. C'est vrai. Elles sont encore valides. Fait que, honnêtement, là, dans le fond, c'est que je pense qu'il y a du monde là, parmi ceux-là, là, parmi ces membres-là, il y en a peut-être qui sont même pas au courant qu'il y a une nouvelle course, là. Mais quand ils vont recevoir leur courriel qui va leur dire « Vous devez voter », ils vont revoter pour Milliard. Fait que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu sais, c'est mathématique quasiment, là. Puis pense, regarde, la seule façon, admettons qu'il y avait quelqu'un qui se lancerait dans la course et qui serait capable de battre Milliard, la seule façon pour cette personne-là de battre Milliard, ce serait d'aller chercher les votes de Pablo, les votes de Blackburn. Bon, déjà, les votes de Pablo, on va se le dire, Pablo Rodriguez, excuse-moi. On dit Pablo parce qu'on le connaît personnellement, là, mais ces votes, déjà, c'est des libéraux fédéraux. Beaucoup de gens ont été recrutés parmi les libéraux fédéraux. Mm-hmm. Il n'y a pas de problème avec ça, hein, parce que des libéraux fédéraux qui sont des libéraux au Québec aussi, c'est correct aussi. Ça, je sais, parce que parfois, on entend des gens commenter là-dessus, on dirait que c'est la pire chose. Ben, oui, les libéraux fédéraux, les Québécois les ont élus pour la 4e fois de suite. Donc, tu sais, on va arrêter de frapper sur leur dos, là. Mais, et je rappelle que je n'ai pas de parti pris au fédéral, même si je suis très content de ce qui se passe en ce moment. Tu sais, les libéraux fédéraux qui ont appuyé Pablo parce qu'ils le connaissaient d'Ottawa, une fois, ils ont voté pour lui, puis que maintenant, Pablo n'est plus là. Ils vont pas revoter. Ah, ouais, c'est ça. C'est ça, justement, que j'allais te... Puis ce sera pas... c'est pas des gens qui allaient voter pour Carl Blackburn s'il avait décidé de se lancer, parce que c'est pas la meilleure connexion. Ouais. Puis c'est pas des gens qui voteraient pour M. Desjardins-Siciliano, qui visiblement vient de la filière conservatrice. Ouais. Donc, il pourrait
éventuellement pas voir le lien. Mais t'sais. puis en plus, il n'y a pas de connexion, ils ne le connaissent pas. Il faut vraiment aller faire des études pour voir c'est qui la personne. Puis à moins qu'il y ait une surprise, puis qu'on voit une candidature de l'interne, du caucus. Je ne sais pas si ça va arriver. Moi, j'attends pas quelqu'un. Même chose pour moi ici, Salim. J'ai aucune indication qu'il aurait l'intérêt. Mais moi, je pense que ça serait possiblement la seule chance d'avoir une vraie compétition contre Charles Milliard. Tu sais, je veux juste te dire un truc. Moi, je l'ai dit à la télé, je l'ai dit, je pense aussi sur le podcast, je le redis aujourd'hui. Moi, d'une manière générale, si tu me poses la question à moi Salim, est-ce que j'aime les couronnements? La réponse est non. Ouais. J'aime pas les couronnements. Ne pas aimer les couronnements ne veut pas dire que je pense pas que Milliard serait un bon chef. C'est pas ça. Mais au contraire, tant qu'à voir les belles qualités de Milliard, je préfère les voir quand il y a une course, qu'il est 100% de sa légitimité, que personne ne lui conteste rien, puis qu'il nous montre tout ce qu'il a dans le ventre. C'est ça. Moi, là, pour moi, ça, c'est l'idéal. Évidemment, l'idéal, tu peux pas l'imposer dans toutes les situations. En l'occurrence, en ce moment, cet idéal-là que j'ai, il peut pas fonctionner. L'idéal que j'ai, c'est-à-dire d'organiser une course. Elle pourrait avoir lieu si quelqu'un décidait de se lancer, mais à voir ce que je vois, avec tout ce que je viens de dire dans les dernières minutes, je vois mal comment Charles pourrait même perdre, même contre une figure connue comme Guy Cormier. Là. Non. Donc, rendu là, on est quasiment mieux de donner à Charles Milliard le mois supplémentaire dont il a besoin pour se préparer à l'élection d'octobre 2026. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de course, il est chef le 13 février à 17h. Et s'il y en a une, il ne le sera que le 14 mars. Mais ce mois-là, au lieu d'être consacré à la préparation des élections d'octobre, il va l'être à la préparation des débats, puis d'une course, etc. Donc, étant donné le contexte, je pense que la meilleure des choses, c'est que Charles Milliard devienne chef dès le 13 février. Et ça n'enlève rien à d'autres qui voudraient se lancer, mais honnêtement, je ne vois pas comment ça peut se moi faire. non plus. Puis assumons maintenant que la victoire lui est garantie. On retombe dans un scénario comme celui de Pablo Rodriguez, où on a un chef qui se trouve à l'extérieur du Parlement. Et là vient toute la question d'éviter des mêmes scénarios que ceux qu'on a vus durant l'ère de Pablo Rodriguez, où le chef manque, donc on fait ce qu'on veut. Il y a besoin de trouver une façon d'avoir un contrôle sur son caucus et de démontrer sa présence sans qu'il soit présent. Ah, ça, écoute, ça sera toujours un défi pour tous les chefs de parti non élus. Moi, je crois que Pablo Rodriguez, puis c'est en tout respect, l'approche qu'il avait, je la comprenais, mais je n'étais pas nécessairement d'accord avec. Pablo Rodriguez, pour lui, c'est comme, il y a une équipe au Parlement. Cette équipe au Parlement s'occupe des affaires parlementaires. Et moi, je vais faire la tournée des régions, etc. Je crois que cette approche-là a nuit. A nuit à plusieurs égards, parce que quand tu es loin, visiblement, les fritures sur la ligne qu'il pouvait y avoir entre Marois Risky et Geneviève Vance, il ne les a pas nécessairement vues ou lues, ou s'il était au courant, est-ce qu'il était assez présent pour désamorcer ça? Enfin bref, gérer ça. Peu importe, là, il a peut-être décidé de ne pas le faire, j'en sais rien, là, mais c'est ça. C'est d'une part. D'autre part, tu ne peux pas t'imprégner des dossiers quand tu es à l'extérieur du Parlement. Donc, ça donne des résultats comme la fois où il était sorti. C'était sa première conférence de presse, d'ailleurs, je crois, à l'Assemblée nationale.
son premier point de presse. Oui, on a commenté d'ailleurs. Sur la SAQ, là. Puis il avait changé d'avis je pense qu'il demandait plus la tutelle de la SAQ. Il a jeté sous l'autobus Monsef Déragi et le reste du caucus avec. Parce que je te rappelle que le caucus était... Mais oui, parce que quand Monsef Déragi prend une décision, il le prend à cause que c'est une décision qui a été acceptée dans son caucus. Exactement. Puis même que Marc Tanguay avait défendu cette position aussi. Puis lui, il arrive, puis tu sais, et ça là, ça c'est des choses, tu peux pas juste... Comment je vais te dire là? Ça, c'est comme moi, la seule fois de ma vie où j'ai skié, je suis monté tout en haut du Mont-Tremblant puis j'ai descendu. C'est une vraie histoire. En plus. C'est une vraie histoire. Et je te jure, tu sais, m'excuse là, mais avant de monter tout en haut du Mont-Tremblant puis de comprendre que, ben non, t'as jamais skié de ta vie. Non, il faut aller au Bunny Hill. Je pense... non, mais c'est exactement ça. Mais non, mais c'est juste mon ego. Je voulais pas monter avec le petit cul de 4 ans, là. Ça, c'est mais en tout cas, ça pour dire... Non, mais tu sais, tout ça pour dire que tu peux pas aller... jouer dans les positions. Mais même si tu le fais, Salim, et puis là, on revient en arrière, là, ça n'a rien à voir, mais il y a l'aspect politique. Tu ne sais pas que ton équipe était rangée derrière cette idée-là. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ben, il le savait. Mais oui, il le savait, mais il pensait... Je sais pas ce qu'il pensait, mais peut-être que... Regarde, je sais qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça, mais je vais le dire. Les médias à Ottawa... c'est pas les médias à Québec. Les médias à Ottawa, tu sais, je veux dire, ils s'enfargent pas dans les fleurs du tapis dans certains trucs, à part si c'est des gros dossiers. Je te dis pas qu'ils sont pas bons. À Québec, ils sont quand même assez féroces. Chaque virgule et point virgule est vu, analysé, etc. Puis à Québec, à Ottawa, t'arrives, là, tu sais, ils commencent en anglais, ils finissent en français. Tu peux ne pas leur répondre, t'en aller quasiment. Là, je fais une vulgaire caricature, là, mais on est un peu là-dedans. En tout cas, regarde, là, moi, je pense que M. Milliard, lui, va arriver. Je crois pas qu'il va changer d'équipe. Là, parce que là, t'imagines, il y avait une équipe qui était en place pendant près de 3 ans. Arrive M. Rodriguez, il change cette équipe. Il tasse Marc Tanguay, il tasse Monsef, Déragi, il tasse... c'était Enrico Ciccone, il change de place Philomena Rotirotti. Tu sais, je veux dire, c'était tout un tas de remue-ménage. Il tasse la directrice de cabinet pour ramener la sienne. Il tasse les gens de com, il ramène les siens. Des changements au parti aussi. Sa personne de contenu, il la tasse, il change, il remet quelqu'un d'autre. Au parti, il change. Tu sais, tout ça. Moi, M. Milliard, il va peut-être me surprendre en février ou mars prochain, là, mais moi, je pense qu'il arrive, touche pas à rien. Ça roule. C'est la dernière session parlementaire. Et encore, elle aura déjà commencé. Là. Il restera 3/4 de session parlementaire. La dernière avant les élections. Touche à rien. Laisse les choses rouler. C'est des gens qui ont su comment faire les choses. Là, t'sais. Toi, occupe-toi d'être là, d'être présent, de donner ta saveur. Mais il faut être le chef. Sois le chef. Oui, sois le chef. Tu sais, prends les décisions des orientations parce que celles qui sont déjà là, essaye pas de les changer. Là, parce que quand tu essayes de les changer, tu viens un peu, comme on dit vulgairement, foutre le bordel là. Tu sais, toutes les nouvelles décisions, tu les prends, tu les assumes, tu vas les défendre, tu vas te présenter au point de presse. Fais-les tous. Fais-les tous. Il n'y a pas de... C'est pas grave, là. C'est pas du temps perdu. Au contraire, c'est de la visibilité que t'as pas. Parce que tu sais quoi, même quand... De toutes les manières, là, on va s'entendre. Au mois d'octobre prochain, je pense pas que ça va être une élection de terrain pour le PLQ. Parce que pour que ce soit une élection de terrain, il aurait fallu qu'il y ait une organisation de prête
l'organisation, elle ne pourra pas être prête à la grandeur du Québec, là. Donc, ça va être beaucoup une élection au national, surtout si c'est une élection dite référendaire, parce que le Parti québécois est en avance dans les sondages et il dit que s'il gagne les élections, il va organiser un référendum sur la séparation du Québec. Donc, c'est ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, vas-y sur ta notoriété. De toutes les manières, c'est là qu'il a un gap là, à combler. C'est là qu'il a une petite lacune. C'est qu'il n'est pas nécessairement très connu. Oui, il est connu si tu compares à la moyenne des ours au Québec. Mais tu sais, la notoriété, c'est plus que ça. Là, ça a mis du temps pour M. Saint-Pierre Plamondon, par exemple, de se faire connaître autant qu'il est connu aujourd'hui. Là, et en plus, il était élu. En plus, il était élu. Puis en plus, il avait fait, lui, la chefferie précédente, celle qu'il avait perdue contre Jean-François Lisée. Ça va être une année très intéressante, ça c'est sûr et certain. Est-ce que tu veux parler un peu des attentes qu'on a pour 2026? Bon, provincial, on sait, c'est une année électorale, tu viens de le mentionner, c'est une année électorale qui ne sera pas nécessairement comme les autres. Il y a des enjeux référendaires, le PQ qui est pas au pouvoir, mais qui est au-dessus des sondages. Donc, tout s'enligne vers une campagne électorale qui va se jouer quand même assez assez dure là, selon d'après mon expérience en organisation puis toutes ces choses-là. À chaque fois qu'il y a une question de séparation ou de référendum, les campagnes, là, ils prennent une autre tournure. Puis, évidemment, pour les gens sur le terrain, ça devient évidemment plus intéressant, mais c'est quand même un défi. Écoute... Mais il y a aussi on va laisser de côté le PLQ pour l'instant, parce que oui, c'est une année électorale. Le PQ, il va faire ce qu'il doit faire. Mais il y a encore des défis aussi pour la CAQ. C'est pas joué pour la CAQ. Même si, je l'ai dit à d'autres épisodes, là, si jamais le Parti libéral du Québec n'arrive pas à remonter la pente, je n'exclus pas la CAQ, parce que les fédéralistes qui vont rentrer dans une campagne où le sujet numéro 1, c'est on s'en va en référendum. C'est peut-être aussi le défi du PQ de peut-être parler d'autre chose que le référendum, parce que c'est une élection, tu sais, c'est pas juste ça qui compte, là, c'est qu'est-ce que tu vas faire pendant le temps que tu gouvernes, si jamais tu gouvernes. Mais soyons honnêtes, là, ça va être le thème numéro 1. Les fédéralistes qui veulent pas de ça, ils vont se pincer le nez puis ils vont voter CAQ. Donc, c'est pour ça que moi, je pense pas que la CAQ, c'est fini. Même si on a vu une baisse dans les sondages, si le PLQ n'arrive pas à remonter la pente, moi, je suis confiant que les chiffres vont commencer à remonter pour la CAQ juste parce que l'alternative qu'on veut est pas prête. Donc, qu'est-ce qui reste? On va rester avec la CAQ au lieu d'avoir un parti souverainiste. Mais c'est quand même un défi, tout ça, pour la CAQ. C'est sûr que moi, je suis pas d'accord avec ceux qui pensent que la coalition Avenir Québec est terminée. Tu sais, je veux dire, c'est bien trop tôt pour le dire ou l'annoncer, parce que bien des choses peuvent arriver. Puis honnêtement, on voit ce qui s'est passé avec M. Trump au Venezuela. On entend parler de ces menaces, bien sûr, aussi sur la Colombie, sur Cuba, sur le Groenland. Et nous autres au Canada, on voit ça, puis c'est sûr qu'on se dit, mais là, il y a tout le monde autour des États-Unis est affecté, oui, pas nous. Oui, non, mais puis surtout la question du Groenland, c'est encore pire. Mais celle du Venezuela, au moins, elle te donne une idée très claire que quand les Américains veulent agir, ils agissent. Puis je te dis pas qu'ils agissent de la même manière, là, tu sais, ils vont pas faire ce qu'ils ont fait au Venezuela. Ils vont venir kidnapper Mark Carney. Non, mais c'est pas ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que s'ils ont des intérêts dans le Nord canadien, que ce soit pour des questions de sécurité ou pour des questions ou des questions de ressources naturelles, écoute, il va falloir qu'on sache comment dealer avec eux, là. Puis puis c'est une année où le Canada va renégocier la CEUM, donc l'accord de libre-échange avec le Canada et avec les États-Unis et le Mexique. Donc, est-ce que il y a quelque chose sur la scène
géopolitique ou la scène internationale qui pourrait aussi changer l'humeur des dans la Québécois, campagne, c'est pas impossible, là, tu sais, c'est pas impossible. Est-ce que ça pourrait redonner du gaz à M. Legault? Est-ce que ça pourrait, au contraire, mettre, voyons, les libéraux plus en position? C'est pas impossible. Est-ce que ça pourrait solidifier le PQ? Je sais pas, mais tu sais, on le sait. Honnêtement, c'est très difficile à dire d'avance. Donc moi, je pense que c'est pas une élection qui est jouée d'avance. Je dis juste que la tendance favorable au PQ, elle est là. Et là-dessus, parlant de tendance, George, les sondages vont recommencer à sortir. Puis les sondages d'après Noël sont toujours très intéressants parce que pendant les fêtes de fin d'année, les Québécois discutent entre eux, là, en famille, autour de la dinde, autour de la tourtière, autour du feu, en faisant du ski de fond, peu importe quoi. Puis on parle de politique. Puis qu'est-ce qu'on pense? Ah, lui est bon, lui est pas bon, lui je l'aime pas, telle crise, tel machin. On va voir qu'est-ce que ça va donner dans les sondages. Et il va y avoir une élection partielle dans Chicoutimi. Je te rappelle que Madame André Laforêt, qui avait décidé de se lancer à la mairie de Saguenay et qui a perdu finalement. Elle a fait un Pablo Rodriguez d'elle-même aussi. Elle a démissionné de sa job pour... et elle n'a pas eu la mairie. Mais donc, elle a laissé sa circonscription vacante. Et selon les règles, selon la loi électorale, le gouvernement a 6 mois pour la déclencher. Le 6 mois arrive le 6 mars. Donc, il va y avoir le déclenchement de cette élection relativement bientôt. Un comté qui est traditionnellement souverainiste, péquiste, qui était occupé par la CAQ dans les 7 dernières années, mais il y a de très grandes chances que le PQ aille chercher son 7e député, parce qu'ils sont déjà... Écoute, ils sont partis de 3, ils vont être rendus 7 à la prochaine élection. Franchement, regarde, on l'a dit tellement de fois, là, c'est spectaculaire ce qui arrive au Parti québécois, là, puis bravo pour eux. Puis oui, s'il y a une autre élection partielle, ben, ça risque de retourner au PQ. Ça donne pas mal de gaz là, juste avant une élection, ça. Ensuite, juste en vrac, parce qu'on est en fin d'épisode, là, mais juste en vrac sur certaines choses à surveiller. Au mois de février, normalement, il y a le rapport de la commission Galland sur le fiasco SACLIC. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce rapport-là, mais tu sais, c'est un rapport qui... On va voir, est-ce qu'il va faire encore plus mal au gouvernement, ou est-ce que... Bon, tout a été dit, puis le rapport... il y a aussi la décision de la Cour suprême sur la loi 21. La décision de la Cour suprême sur la loi 21, je ne sais pas si on avait une date pour ça, là, mais je crois que c'est peut-être quelque chose... En février, je pense, je me rappelle. Non, mais peut-être au printemps, je ne sais pas, là, mais peut-être pas, en tout cas, au février, je ne suis pas sûr. Mais oui, il va y avoir le jugement de la Cour suprême qui va, en tout cas, bref, qui va sortir. Il va y avoir le dernier budget de l'année, le dernier budget caquiste. Donc ça va être un budget normalement électoral. C'est normal. C'est toujours comme ça. C'est normal parce que quand tu présentes un budget au mois de mars et puis que tu as des élections après, ben, forcément, ce qu'il y a dans ton budget, c'est... On donne des bonbons. Mais alors, on donne des bonbons, mais attention, est-ce que tu as de l'argent pour acheter les bonbons? Parce que en ce moment, pas trop. Hein, donc, mais non, mais c'est très intéressant parce que entre ton budget électoral et le fait que tu n'as pas d'argent véritablement, tu vas me dire, non, mais ça à l'intérieur des dépenses nécessaires, tu peux trouver une façon de... Oui, mais c'est ça que je dis. C'est à surveiller. C'est intéressant. Il va falloir voir comment ça va se passer. Pour le dernier budget de M. Girard. En passant, il nous avait dit qu'il allait nous dire d'ici la fin de l'année 2025 s'il allait se représenter ou pas. On est le... C'est vrai, il nous a dit ici qu'il allait se donner jusqu'à Noël. J'imagine avec tout ce qui se passe, il ne voulait pas non plus déranger trop. Mais non, surtout que M. Dubé est parti. Exact. Alors si en plus, lui doit rajouter et dire « je me représente pas », disons que
c'est pas de très bonnes nouvelles, mais en tout cas, ça, c'est s'il se représente pas, mais on verra. Moi, j'ai des doutes. Mais c'est ça, mais basé sur ce qu'il nous a dit, moi, je m'attends peut-être ce mois-ci ou le mois prochain d'une décision. Mais peut-être non, hein, parce qu'il y a son budget. Donc, il y a son budget, mais moi, je pense que probablement que quand il est venu ici chez nous, il savait même pas s'il allait faire un autre budget. Moi, je pense qu'il voyait le remaniement venir. Est-ce que son ami François va aller l'aider ou pas, là, enfin bref. Mais écoute, c'est ça. Puis bon, bien sûr, va falloir voir aussi du côté de Québec solidaire comment ça va se passer, hein, parce que ça n'a pas l'air nécessairement d'aller très bien. Puis le baromètre des personnalités politiques qui a été, c'est Léger et Québecor qui l'ont publié le 30 décembre dernier. C'est intéressant parce que le baromètre disait que parmi les personnalités de la politique les plus appréciées des Québécois, c'est Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé. Deux personnes qui ne se représentent pas. Exact. Non, mais qui sont quand même assez centrales, ces deux personnes-là. C'est deux personnes qui ont été assez centrales dans les succès électoraux de Québec solidaire des 2 dernières élections. Ben oui. Alors, ça va être très intéressant de voir comment ça va se passer. Puis sur la scène fédérale, Georges, je l'ai déjà dit tantôt, la renégociation de la CEUM, ça va être à suivre. Ça va être à suivre d'autant plus que, tu sais, nous, on a toujours vu le libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Moi, ce que je comprends, c'est que l'administration Trump préfère des accords bilatéraux. Parce qu'ils n'aiment pas trop que le Canada et le Mexique s'entendent puis qu'ils décident de... Donc moi, j'ai comme l'impression que même si on devait renégocier cet accord de libre-échange-là, il ne serait pas nécessairement tripartite ou il serait tripartite sur quelques éléments, mais pas sur tous. Ça va être intéressant de voir. Ça va être intéressant de le voir dans le contexte... actuel, géopolitique actuel, comment ça va se passer. Je sais que M. Carney fait beaucoup de voyages pour essayer de diversifier ses marchés. Donc, il était en Europe cette semaine, il s'en va en Chine la semaine prochaine. Il va être à Davos, au Qatar, puis à Davos après. Il va pas chez les pauvres. Hein. C'est une blague, mais c'est une manière de dire, quand tu vas au Qatar, là, c'est sûr que c'est pour des investissements. Puis quand tu vas à Davos, c'est le Gotha économique mondial. En parlant de Davos, celui qui n'aime pas Davos, M. Poilievre, lui aussi, c'est à observer. Parce que M. Poilievre, à la fin de ce mois, il y a un vote de confiance. Oui, c'est vrai, en Alberta. En Alberta. Un vote de confiance, George, qui devait se passer à Toronto. Un peu plus tard. Non, c'était un peu plus tôt. Je pense que c'était supposé d'être avant la fin de l'année. Oui, pardon, à Toronto. Puis lui, il l'a déplacé au mois de cette année-là en Alberta. Il l'a retardé. Ouais. Et en Alberta, à Calgary, chez lui, merci, bonsoir, chez lui. Je pense que c'est un move intelligent. Moi, quand il a annoncé ça, j'ai dit, je suis pas trop sûr, tu sais, parce que c'était... Alors, pour lui, pour son leadership à lui, c'est très intelligent parce que ceux qui sont pas contents de lui, c'est les conservateurs de l'Ontario notamment. Donc si tu les éloignes de Toronto, mais attends une minute là, juste avant les fêtes, il y avait pas un de ces députés qui a démissionné de l'Ouest? Non, c'était alors qui a démissionné, mais sinon il y a... Non, celui dans les Maritimes, il est allé aux libéraux, mais celui en Alberta, je pense qu'il a démissionné, ou c'est l'inverse? Non, c'est Markham, dans la région de Toronto. C'est lui qui a traversé la chambre, qui est allé. En fait, il a fait 2 parties de Noël. Lui. Il a fait celui des conservateurs. Je parle pas de ça. C'était même avant ça. Avant. Est-ce qu'on parle de Chris d'Entremont? Oui, c'est ça. Il est à l'ouest, lui, je pense. Non, lui, dans les Maritimes. Dans les Maritimes, je pense qu'il est allé aux libéraux. Puis il y avait un autre dans l'ouest où ça peut être l'inverse. Je me rappelle pas exactement. Oui. Attends, Generous ou Generous ou un truc du genre. Oui, lui, il a démissionné, je crois. Mais lui, il était de l'ouest. Oui. C'est ça. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire qu'au moment où on se parle, il y a un seul siège d'une majorité pour M. Carney. M. Poilievre va faire face à un vote de confiance. Selon les informations, moi, que j'ai, il va gagner sans aucun problème. En tout cas, quand je dis sans aucun problème, il n'y aura pas 99. Mais tu sais, admettons qu'il est 85, là, ça va être considéré comme
gagner, là, c'est son vote de confiance. En bas de 85, là, par contre, ça serait pas Mais très c'est bon. ça la question que j'allais te poser. Assumons qu'il y a entre 65 et 70. Ah, il est parti. Tu penses? 100%. Yeah. En 100%. Honnêtement, là, s'il a 60-70, tabarouette, c'est fini pour lui. Là. Regarde, parce qu'il y en a des conservateurs qui sont pas contents, faut pas croire. Là, non. Mais regarde, c'est de la fiction, là, ça n'arrivera pas. Monsieur Poilievre va faire 85 et plus, à mon avis. Mais il y a des choses qui l'attendent. C'est parce que il y a des députés qui, pour eux, si Poilievre ne part pas, c'est eux qui partent. Ah, intéressant. Il y en a 2-3, là. Est-ce que c'est du Québec? Non, pas du Québec. OK. Pas du Québec. Je sais qu'il y avait, il y a plusieurs mois de ça, là, 2-3 mois de ça, il y avait des rumeurs sur 2 députés du Québec. Ouais, il y avait Dominique Vien, d'ailleurs, qui est sorti pour dire que non, c'était juste des rumeurs. Là. C'est ça, exactement. Mais, tu sais, je veux dire, non, ça arrivera pas au Québec, je ne crois pas. Mais il y en a 2-3 à l'extérieur du Québec qui, pour eux, si M. Poilievre reste, ils resteront pas. Donc, mais puis là, automatiquement, on aurait un gouvernement majoritaire à Ottawa. Alors, oui, mais ensuite, tout dépend. C'est ça. Il y aurait des élections partielles, il y a toute une... Non, mais ils peuvent rester indépendants. Mais attention, leur rester indépendant ne veut pas dire que tu es nécessairement dans le camp libéral. Tu sais ce que Donc, ça ne sera pas techniquement un majoritaire. Mais par contre, c'est sûr que les libéraux peuvent s'entendre avec des indépendants plus facilement. À plus forte raison s'ils deviennent rouges aussi. Là, donc, je te dirais, c'est à observer. Ça va être très important d'observer. Mais honnêtement, regarde, George, on va se le dire. Là, puis je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Là, mais on va se le dire. Je l'ai déjà dit ici, mais là, j'ai presque envie de te dire qu'on vit une période qui est plus concrète qu'à l'époque où je le disais. Quand M. Poilievre, il dit, moi, j'irai pas à Davos, j'enverrai pas mes ministres à Davos. Davos, c'est comment il dit ça? Comment il disait ça? Pas l'international, comment dire, mondialisé. Voyons, il y a une expression là appropriée qui m'échappe là tout de suite là, mais en gros là, tu sais. C'est pas ma gang, moi je vais pas là, etc. Tu sais, c'est très super ultra populiste. Il ferait quoi, lui, dans un scénario comme aujourd'hui où tu as besoin de trouver des partenariats? Mais exactement. Mais penses-tu vraiment qu'aujourd'hui, quand les Canadiens voient M. Carney aller à Davos, ils se disent « Ah, il aurait pas dû aller à Davos ou il devrait pas aller à Davos? » Non, moi je crois qu'ils se disent toute opportunité pour des investissements au Canada ou pour diversifier les marchés canadiens ou quoi que ce soit qui peut aider l'économie canadienne dans un contexte géopolitique et économique difficile, moi je prends. Puis sais-tu quoi? Davos en fait partie. Moi je te dis pas que Davos c'est la meilleure chose qui soit sur Terre. Je dis juste que c'est un forum économique mondial, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, qui peut ouvrir des opportunités. Qui peut être une belle opportunité. Et tu peux pas... Les absents ont toujours tort. Quand t'es pas là, tu as tort. Puis quand M. Poilievre dit « Mais moi, j'interdirais à mes ministres d'aller à Davos », ben t'as qui? T'as M. Carney qui... C'est pas juste ses ministres qui y vont. Il y va lui-même. T'sais? Puis, sincèrement... C'est ça le bout qui manquait à M. Poilievre, parce que le Parti conservateur est un grand parti. C'est une institution absolument nécessaire pour la démocratie canadienne, parce qu'il n'y a pas de démocratie sans alternance. Et un jour ou l'autre, les libéraux seront plus au pouvoir et ça va être les conservateurs au pouvoir. Puis après un certain temps, des conservateurs au pouvoir, les libéraux vont revenir. Tu sais, la démocratie veut dire qu'il y a aussi une alternance dans les partis politiques. Hein. C'est pas le Parti communiste chinois, le seul parti, puis that's it, là. T'sais. Mais le Parti conservateur a aussi une responsabilité de s'assurer que ses chefs, ils représentent quelque chose avec lesquels les Canadiens sont plus à l'aise.
Puis il était en train de parler de Bitcoin, puis donc d'une certaine manière affaiblir le dollar canadien avec l'utilisation du Bitcoin. Puis parler de Davos. Et moi, aujourd'hui, je suis très content qu'on ait un premier ministre qui s'en va à Davos. Ouais. Tu sais... Anyway. Bon, on va mettre un point là-dessus. On vous revient évidemment la semaine prochaine avec un tout nouvel épisode. Allez sur YouTube, abonnez-vous sur notre chaîne, aidez-nous à grandir. On est sur toutes les plateformes audio, on est sur tous les médias sociaux. Allez nous trouver, aimez, partagez, commentez, faites toutes ces belles choses-là. Ça nous aide énormément. Ciao tout le monde et on se voit très bientôt. Bye!